Bonjour amis de TV Liberté. Dans cette rubrique Je lis, donc je suis, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Emmanuel Ratier. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comme d'habitude, Emmanuel est filmé de dos pour préserver sa vie quotidienne. Il vient nous parler ce matin du 3e tome d'une encyclopédie des changements de nom. Préalablement, je voulais aussi vous rappeler le grand succès de cette année, qui est Le vrai visage de Manuel Valls, qui est devenu un best-seller. Pourquoi, Emmanuel ? Je pense que parce que le livre est bien tombé au bon moment, oui. Puisque je l'avais terminé juste 3 jours avant qu'il soit nommé Premier ministre, oui. Parce que j'étais convaincu qu'il soit nommé Premier ministre, donc je suis tombé exactement au bon moment. Et puis parce que je pense que le livre apporte beaucoup de révélations sur le passé de Manuel Valls, sur sa famille, sur des éléments qui n'avaient jamais été étudiés auparavant par ses biographes, et qui d'ailleurs, depuis, sont soigneusement toujours cachés. Absolument. Il faut dire que vous faites des biographies dans chaque numéro de ce grand journal qui s'appelle Faits et Documents. Et une partie de votre travail, c'est vraiment ces biographies qui sont si importantes. Oui, c'est un travail de biographie, donc ça suppose une documentation. Oui. Et donc, je m'intéresse aux personnes, évidemment, je m'intéresse aux noms. Donc, dans la lignée d'Henri Coston, qui, sous le nom de l'archiviste Jérôme, avait publié 2 dictionnaires des changements de nom depuis la loi de Germinal de l'an 11, donc au moment de Napoléon, pour être clair, pour simplifier, jusqu'en 1993, il n'y a eu aucun changement de la loi sur les noms en France et sur les changements de nom. Et puis depuis, évidemment, c'était une loi qui était très bien ficelée, qui avait fait ses preuves avec l'histoire pendant plus de 150 ans. Que disait cette loi alors ? C'était une loi très simple qui s'inscrit dans la lignée du Code civil et qui fixe les noms. Mais les noms étaient déjà fixés avant la Révolution, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. À un moment de la Révolution, comme c'est une utopie généralisée, on décide que les gens peuvent prendre le nom et le prénom qu'ils veulent, et au bout de 2 ans, ils se rendent compte que c'est insortable. Donc ils rétablissent le lignage, la linéalité du nom. Bien sûr, oui. Et ça va être fixé par une loi qui, pour la première fois, la loi de Germinal, fixe le changement de nom. C'est-à-dire le fait qu'on veuille changer de nom, ce dont on va parler. Et donc c'est défini très clairement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de 1800, donc en gros du début du 19e siècle jusqu'à 1962, il y a environ 30 000 personnes qui ont changé de nom. Ouais. Depuis, il y en a 60 000. Alors pourquoi cette... Ça n'a pas cessé. Ce qui était quelque chose qui était anormal, en dehors de la norme... Et devient la norme, oui. Devient un classique, et donc on change de nom pour de multiples raisons, que j'explique dans chacune des introductions des 3 tomes, qui couvrent la période. Il y en a un qui couvre la période 62-95, l'autre qui couvre la 93, l'autre qui couvre la période 93, en gros 2000, et le dernier volume est 2000-2012. Alors quelles sont ces raisons pourquoi est-ce que les gens veulent changer de nom ? Alors les gens changent de nom, je dirais, il y a 3 ou 4 grandes raisons. La première, c'est la francisation du nom. Oui. Je pense qu'on va revenir dessus parce que c'est l'un des sujets les plus intéressants. C'est la francisation du nom. Alors qu'on a un nom étranger, c'est très particulier, mais je vais revenir ensuite. Oui. La deuxième raison pour laquelle on change de nom, ce sont les noms considérés comme ridicules. Oui. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ça évolue au cours du temps. Oui, c'est pas le même ridicule, oui. Voilà, c'est-à-dire par exemple connard, qui vient de l'allemand, qui veut dire valeureux, courageux, avec des dérivés, n'a rien à voir avec cette injure de type sexuel féminin, parce que c'est voilà. Et en fait, les gens ont changé de nom assez tardivement. Bon. Mais vous avez par exemple des Africains qui arrivent en France et qui s'appellent Sida. Oui. Bon. Et donc ces gens-là changent de nom parce que Sida, qui était un nom de certaines populations en Afrique, est devenu l'emblème d'une maladie. Voilà. Bien sûr. Mais ce qui est très particulier, vous avez des gens, par exemple, qui s'appellent Le Pen,
qui changent de nom. Bien sûr aussi. Voilà, bon. Oui. Et j'ai trouvé par exemple un Maigret. Des gens ont changé de nom parce qu'ils s'appelaient Maigret. Il n'y a aucune explication, ils prennent un autre nom parce qu'on doit tout le temps leur dire Le Pen, vous êtes de la famille. Voilà, bon. Donc la troisième raison, je dirais que le changement de nom pour franciser son nom, c'est 35% des changements de nom. 20%, ce qu'on appelle les noms à consonance ridicule, Grossin, Cocu, etc. Mais ça évolue dans le temps, c'est très très particulier. La troisième raison, ce sont les divorces. Avec en fait l'enfant qui va reprendre le nom de sa mère. Ah oui. Des enfants abandonnés, ou par exemple qui sont reconnus et adoptés par leur nouveau père. Oui. Donc ils changent de nom pour cette raison. Et puis ensuite, il y a toute une série de raisons, et notamment une des raisons qui était plus importante avant, et en fait c'est pour laquelle la loi avait été faite, mais elle a été très largement modifiée, c'est le fait de relever un nom, et en général d'origine aristocratique. Oui. Et c'est devenu absolument sidérant, parce que la loi française, qui a été changée en 1993, admet qu'on peut relever un nom s'il a une certaine notoriété qu'il n'est plus porté. Oui. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez avec un monsieur, je ne me souviens plus, c'est dans mon ouvrage, c'est dans le dernier, dont nom de famille est Mohamed, qui a relevé D'Artagnan. Parce que la famille D'Artagnan avait disparu, et ça lui a été accordé parce qu'on a considéré que c'était un nom important de la gloire française, et donc que ce monsieur pouvait relever ce nom. Et il se trouve qu'il y avait un député qui s'appelle Emery de Montesquieu-Fezensac, qui était député, qui est un descendant de D'Artagnan, qui a attaqué cet arrêt et qui l'a perdu. Et à la suite de quoi, d'ailleurs, il a fait relever, lui aussi, a rajouté à son nom D'Artagnan pour désormais pouvoir attaquer les gens qui prendraient le nom D'Artagnan. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est incroyable, c'est que le nom, c'est, pour les Romains, depuis toujours, c'est quelque chose qui indique la lignée, Bien sûr, et qui est quelque chose qui va définir l'individu, de même que le prénom. On voit parfaitement, par exemple, les gens, quand ils se convertissent à l'islam, très souvent, ils changent de nom et de prénom. Tout de suite. Donc c'est quelque chose qui définit en partie l'individu. Et vous avez, dans cet ordre d'idées, vous avez des personnes qui vont être obligées, que la loi maintenant va autoriser à reprendre des noms absolument sans aucun rapport. Jusque-là, par exemple, on relevait le nom d'une grand-mère qui allait mourir ou d'une grand-tante qui allait mourir sans enfant. Aujourd'hui, pas du tout. La jurisprudence du Conseil d'État a complètement changé, ce qui fait que le nom est en train de se diluer. Il est beaucoup moins... Si vous voulez, par exemple, il y a 15 ans, le nom était protégé, on pouvait attaquer une décision de changement de nom pendant 1 an. C'est passé à 2 mois. C'est rien. Ça paraît au journal officiel, mais ça ne paraît pas au journal officiel électronique, qui est celui qui est lu. Et actuellement, d'ailleurs, le journal papier va disparaître. Il y a moins de 2000 abonnés. Moi, je suis obligé d'être abonné à l'ensemble du journal officiel pour pouvoir lire les listes de changements de nom. Bien sûr, Dans un cadre très curieux, peut-être de protection de l'individu, mais c'est quelque chose qui est officiel, on ne pas, c'est un des très rares éléments du journal officiel qu'on ne peut pas avoir sur Internet. Donc on est obligé d'être abonné. Donc inutile de vous dire que les gens ne sont pas au courant qu'on va leur prendre leur nom. C'est quand même, Alors que, par exemple... Ça s'apparente un peu au vol. C'est un véritable emprunt, c'est un vol. Alors que, par exemple, les marques, vous avez... C'est très protégé. Voilà, très protégé. C'est 3 ans on ne touche pour attaquer... pas à une marque. C'est 3 ans pour attaquer une marque à l'INPI. Encore, il y a d'autres méthodes pour l'attaquer ensuite. Mais l'exemple type, c'est des noms de personnes qui vont avoir déposé leur propre nom comme marque, parce que pour de la publicité, par Jean Patou, par exemple, ce genre de choses, leur nom va être protégé. Alors que l'individu, son nom n'est pas protégé. Et ça va en s'accélérant en permanence. Mais c'est très emblématique de notre époque. Voilà. C'est très très symptomatique, parce que la loi de Germinal... La seule identité qui reste, c'est une identité commerciale. C'est exactement ça, c'est un individu hors sol. Et on voit le législateur, la loi de Germinal était très bien ficelée. En 1993, ils changent la loi. Ils abandonnent, ils commencent à changer les choses. Depuis, il y a eu 3 lois. Et la dernière, beaucoup de gens, je pense, l'ignorent, remonte au mariage homosexuel. Où il y a plusieurs alinéas qui sont consacrés au changement de nom et qui s'appliquent à l'ensemble de la population.
et pas du tout exclusivement pour les couples invertis qui voudraient se marier. Oui. Enfin, les pères invertis qui voudraient se marier. Oui. Donc, en cas de désaccord, enfin non, en cas de non-désignation, l'enfant est automatiquement appelé du nom des parents dans l'ordre alphabétique. Ah, c'est l'ordre alphabétique. C'est l'ordre alphabétique. Et vous voyez, avant, il y avait une loi, c'est un proverbe romain, mais qui a été repris dans le droit français, qui est « la mère donne la vie, le père donne le nom ». Comme ça, il y avait un équilibre. Oui, oui. Et c'est-à-dire qu'il y a la paternité et le patronyme. Oui, oui, aujourd'hui, le mot patronyme n'a plus aucun sens, puisque les enfants peuvent prendre le nom de la mère et le conserver. Oui. Et alors, ça pose des problèmes. Et complètement supprimer le nom du père. Oui, de toute façon, c'est l'effacement du père. Oui. Je sais que vous êtes une féministe dans le bon sens du terme. Oui. Et donc, il y a une volonté d'effacement, mais il y a aussi une volonté d'effacement de la famille. Oui, dans 3 ou 4 générations, pour un certain nombre de gens qui sont nés dans des conditions un peu particulières, je pense à la gestation pour autrui, mais il y aura beaucoup des adoptions, etc., il sera impossible de suivre la généalogie des gens. Oui. Et je pense qu'un des buts du législateur socialiste, c'est-à-dire internationaliste hors sol, c'est de couper les racines. C'est de couper totalement la racine. Oui. Or, le nom, c'est vraiment une racine. Oui. Et c'est pour ça que c'est un travail de bénédictin insomniaque, c'est-à-dire j'ai relevé 20 000 ou 30 000 dans chacun des volumes, j'ai relevé entre 20 et 30 000 changements de nom. Je vous assure, c'est horrible parce que les noms sont très très compliqués. Oui. Donc il faut saisir le nom, les prénoms très compliqués, la date de naissance, le lieu de naissance, le nouveau nom, etc. C'est un peu... Bon, heureusement, il y a vous faites un travail de moine. De bénédictin insomniaque. Moine copiste. Voilà. Mais je le fais parce que personne ne le fait. Oui. Et surtout parce que les gens ne le savent pas. Et souvent, ce qui est assez amusant quand je vais dans une fête du livre, par exemple à la fête Lire sous les sapins, les gens prenaient le livre et regardaient si on avait pris leur nom. Ah oui. Et ils le reposaient discrètement. Oui. En fait, les gens quand même s'intéressent beaucoup à leur nom. Et il y a toutes sortes de choses extraordinaires. Parce qu'il y a des méthodes pour changer de nom, il y a l'inversion des lettres. Enfin, je raconte ça parce qu'il ne faut pas que le livre soit sec, donc il ne faut pas que ça soit une liste de noms. Alors, il y a aussi tous ces fantaisistes. Je me souviens, un soir, je vais, il y a très longtemps, à une soirée dansante, et je vois sur la porte d'un immeuble très chic près des Champs-Élysées, le nom de ces gens plus le nom du village. Alors que je savais qu'ils avaient acheté cette terre et la maison depuis 20 ans. Donc... Ah oui, alors ça, je pense que c'est des patronymes... C'est des patronymes qui ne sont pas forcément légaux. Oui, ou à volonté aristocratique. Oui. Alors ça, c'est un grand classique, un peu évolué. On en voyait énormément au début du XXe siècle. Et là, maintenant, non, c'est fini ? Si, on en voit toujours. Oui. Avec des choses, mais l'exemple type, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui s'appelait Giscard, et qui reste chez la famille Giscard, donc c'est le grand-père de Valéry Giscard, cherchait à racheter un titre. Oui. Bon. Et donc, il y avait un titre qui était en déshérence, parce que la personne était prête à céder son titre, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, s'appelait de la Tour Fondue. Oui. Et finalement, ils n'ont pas racheté le titre, et je suppose que Giscard de la Tour Fondue aurait eu un peu de mal à être élu président de la République. C'est pas possible. Donc, ils ont racheté d'Estaing, enfin le titre d'Estaing, et ces dernières années, ils ont racheté le château, en faisant croire, évidemment, que leurs ancêtres étaient là, ce qui est totalement bon. Mais il y en a énormément de gens qui font ça. Alors, une des spécialités, c'est quand vous vous appelez, par exemple, je vais donner un exemple, j'espère qu'il n'existe pas, mais par exemple, Delannoy, et vous obtenez au journal officiel à le changer en Delannoy. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Ah oui. Alors que chacun sait que la particule n'est pas une preuve de noblesse. On l'a par exemple avec le baron Pinotto, par exemple. Oui, absolument. Alors, vous donnez, donc c'est un dictionnaire avec le nom. Alors oui, la francisation, est-ce qu'elle n'a pas un petit peu diminué ? Parce qu'on a l'impression tout de même qu'il y a beaucoup de noms français au début du siècle, très peu de noms français dans la presse, mais on a l'impression au contraire qu'aujourd'hui, il y a une explosion de noms étrangers, qu'il y a beaucoup moins de francisation. Alors, quelle est votre réponse ? Un élément, c'est qu'il y a eu une immigration extrêmement importante, avec des naturalisations qui ont été facilitées. Oui. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 180 000 naturalisations par an. Oui. C'est quand même énorme. Oui. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de la ville de Caen avec sa banlieue. Donc ça fait quand même beaucoup. Ou la ville de Rouen avec sa banlieue, pour donner un exemple. Bon. Donc dans ce cadre-là, qui est
la jurisprudence du Conseil d'État fait qu'au moment de la naturalisation, les gens peuvent franciser leur nom. C'est ça. Ils n'apparaissent pas dans les changements de nom. Il y en a en plus, mais comme il y en a 200 000, là je ne peux pas les relever, il faudrait remonter sur 150 ans. Oui. Mais la francisation, je vous expliquais, n'a pas cessé d'augmenter, enfin le changement de nom n'a pas cessé d'augmenter, mais en même temps, parce que la population a explosé. D'accord. Donc il y a énormément de noms à consonance étrangère, mais en même temps, il y a beaucoup plus de gens qu'avant qui changent de nom pour franciser leur nom. Alors pour des raisons qui sont extrêmement diverses, il y a notamment dans une volonté d'intégration réelle, et la jurisprudence du Conseil d'État est très particulière, puisqu'il n'y a pas de définition des noms, mais on facilitera le fait de franciser son nom, de manière à mieux s'inclure dans la communauté nationale. Sûr, Mais la liste des noms n'existe pas. Donc, c'est extrêmement particulier, puisqu'ils ne veulent pas dire qui sont les noms français et les noms étrangers, mais en même temps, il y a des gens, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a un certain nombre de personnes dont des familles juives qui sont arrivées en France dans les années 20 ou 30, qui ont changé de nom, Absolument. qui ont pris un nom. Absolument. Et aujourd'hui, leurs enfants demandent à reprendre le nom. Voilà. La jurisprudence du Conseil d'État est pratiquement systématique, elle refuse le changement de nom. Ah oui? Et oui, parce que le nom va redevenir étranger. Ah oui, d'accord. Ah, tout de même. C'est pas des populations des pays, par exemple les Ashkénazes qui venaient des pays de l'Est. Oui. Des gens, par exemple, alors il y a quelques exceptions. Par exemple, je le raconte, il y a un éditeur français qui a réussi à reprendre le nom de ses parents. Mais la femme d'Edwy Pellenel, Nicole Lapierre, qui a un nom à consonance étrangère, mais qui a été francisé par ses parents, pour elle-même au moment qui a changé de nom, a consacré une spécialiste de ça, et se plaint justement qu'on ne puisse pas reprendre son nom. Mais très souvent, par exemple, il y a des gens qui changent de nom, parce que notamment, ils ont des noms trop longs. Donc, je pense en particulier aux malgaches. Ratsilovana, Ramatatsaputan, etc. Et donc, ils n'arrivent même pas à les mettre sur les cartes d'identité. Donc en général, ça c'est un système, ils raccourcissent, ils vont s'appeler Raja. On vous écouterait pendant des heures, Emmanuel Ratier. Mais c'est un sujet fascinant. C'est un sujet merveilleux. Donc nous avons évoqué l'encyclopédie des changements de nom d'Emmanuel Ratier. Je vous rappelle, Faits et documents, une revue tout à fait étonnante. Et Le vrai visage de Manuel Valls, que l'on peut trouver très facilement et je crois dans une très bonne librairie, rue de Clichy. Oui, la librairie Facta, 4 rue de Clichy, Paris 9e. 4 rue de Clichy. Merci beaucoup Emmanuel Ratier. Merci Anne Brassier de votre accueil. Amis de TV Liberté, à tout de suite pour une autre séquence de Parle de culture.